journaliste et écrivain. Il a eu le prix Roger Nimier. Il a été 2 fois finaliste du prix Interallié. Je suis heureux d'accueillir Nicolas Destiendorf. Bonjour Nicolas Destiendorf. Bonjour. Alors, vous venez pour cet nouvel ouvrage, Ce que l'on sait de Max Stoppard. Et pour ce nouveau roman que Jean-Paul Brigelli présente dans Marianne comme un récit, je cite, un lumineux et un roman gigogne. Vous avez déclaré il y a quelques années que vous aviez plutôt tendance à écrire des romans avec de nombreux personnages, beaucoup de décors et pas mal de numéros de claquettes. Est-ce que là encore, on est dans le même style avec Qu'est-ce que l'on sait de Max Stoppard? On peut dire, j'aime les grands romans avec beaucoup de personnages, avec beaucoup d'intrigues, avec des choses trappes, avec des souterrains, un peu comme ces grands films français des années 30, 40, 50, avec des premiers rôles et des seconds rôles où chacun vient faire son numéro de claquette, vient faire son tour de piste. J'aime les romans foisonnants, j'aime les romans avec les romans mondes, si je puis dire, qui explorent un univers et qui permettent d'apprendre beaucoup de choses tout en s'amusant. J'ai une passion tout à fait assumée pour le grand roman du 19e, le grand roman feuilleton, que ce soit Dumas ou même Eugène Sue, Ponson du Terrail, tous ces gens-là, Gaston Leroux. Et mes romans tendent toujours vers cette dynamique narrative extrêmement foisonnante, tout en ayant une rigueur, j'espère, formelle et, disons, une langue française agréable à lire, mais le plaisir de la lecture et le plaisir d'apprendre en s'amusant. Alors, vous êtes chroniqueur cinéma. Plus jeune, vous avez fait des stages, j'ai vu ça dans le milieu du cinéma. Est-ce que votre projet premier, c'est pas de faire, en fait, derrière cet ouvrage, une biographie romancée du cinéma français, de sa naissance aux années 60, une histoire du cinéma, d'autres l'ont fait, vous le faites de manière romancée? Je pense que vous avez tout compris. Le cinéma est vraiment ma passion primitive. Avant d'écrire des romans, je voulais faire du cinéma ou faire de la mise en scène d'opéra. Enfin, je voulais monter des œuvres, des histoires en images animées ou en images scéniques. Je me suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas fait pour ça, que le roman était mon médium le plus naturel, parce qu'on a droit de vie et de mort sur tout, qu'on est le démiurge absolu. Mais le cinéma est resté ma passion première, parce que j'ai grandi, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été aussi autant nourri de films que de livres, d'images que de mots. Et c'était un peu pour rendre justice à ma passion initiale, qui est celle du cinéma, du cinématographe, du vrai cinéma, si je puis dire, en tout cas pas des films des 20 dernières années, mais de toute l'histoire du cinéma. Maintenant, on parle, c'est une expression qui m'horripile, de cinéma de patrimoine. C'est comme si on disait que Mozart, c'est de la musique de patrimoine. Non, c'est juste du cinéma et de la musique. Simplement, c'est un art qui maintenant a 120, 130 ans, qui a une histoire extraordinaire, d'une richesse infinie, qui a commencé chez nous, en France, à Lyon, puis ensuite à Paris. Donc le cinéma est un joyau qui, à l'origine, est un joyau français, c'est comme, faut toujours le rappeler. Et c'était une façon de rendre un hommage amoureux et un peu fantaisiste, un peu avec beaucoup d'imagination et de folie peut-être à ce 7e art qui m'a donné mes premières grandes émotions esthétiques. Alors le thème, le cinéma, on a bien compris, on va rentrer dans cet ouvrage foisonnant. Votre héros, c'est Max Stoppard. C'est un personnage fictif, une illusion. Mais à ceux qui prétendent que Stoppard n'a jamais existé, vous répondez en forme d'avertissement, mon livre propose de démontrer le contraire. Alors cet homme qui n'a jamais cessé d'imaginer sa vie, est-il bel et bien réel? Alors ça, c'est la question qu'on me pose, et la question évidemment à laquelle je ne réponds pas. Je me réponds sous forme d'ellipse en rappelant la phrase de Cocteau qui disait « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». À partir d'un moment où un personnage s'incarne dans votre imaginaire, déjà, il existe un petit peu. Surtout quand on lit un livre, on commence à lui prêter un visage, on lui prête une voix, et petit à petit, il appartient à votre inconscient esthétique, à votre inconscient, disons, artistique, littéraire, et petit à petit, il fait partie de votre imaginaire, et peut-être à un moment, il fait partie de votre vie. Les Trois Mousquetaires, on a l'impression qu'ils sont en train de cavaler dans la rue. Alors, je ne suis pas encore Alexandre Dumas, mais quand un personnage devient un archétype, j'en suis pas là, et je trouve ça intéressant d'arriver à avoir quelqu'un qui incarne un univers, qui incarne une forme artistique, comme le cinéma. Et Max Stoppard, c'est une sorte de double en creux de l'histoire du cinéma. C'est une silhouette qui se découpe dans la lumière, c'est une ombre, c'est disons, le passeur qui nous permet de passer de l'autre côté de l'écran. Bon, on va essayer néanmoins, malgré votre non-réponse, d'essayer d'avancer quand même. Bon, alors, Max Stoppard, on sait que son vrai nom, c'est Maurice Stoppard. On a une année de naissance, 1899. On a une année de décès, 1942. Donc, le personnage commence déjà à se former. Qui est donc Maurice? C'est ce que se dit le curé du village dans lequel vit Maurice, qui est le futur Max. On est en Bretagne, à Poulven. Et le curé dit, mais qui est donc Maurice? Un enfant précoce, un être d'exception, dont il ne faut pas entraver le destin. Inspirateur, conseiller des grands cinéastes, est-ce que c'est tout cela?
C'est tout cela et sans doute plus. Moi, c'est comme ça qu'il s'est incarné, si je puis dire, sous ma plume, en tout cas sous le clavier de mon ordinateur. C'est, comme je disais, il est le fil rouge de l'histoire du cinéma. Et c'est celui qui serait passé entre les gouttes de cette histoire incroyable qui est l'histoire du cinématographe depuis les Frères Lumière jusqu'à quasiment à la Nouvelle Vague. En fait, c'est celui qui a susurré à l'oreille des plus grands, qui a eu toutes les bonnes intuitions, qui a eu les bonnes idées, qui a eu les conseils les plus pertinents auprès de Chaplin, auprès de Jean Renoir, auprès de Jean Vigo, auprès de plein de grands personnages. Et à chaque fois, on l'a escamoté, on l'a fait disparaître, on l'a cancelé, comme on dit maintenant. On l'a éradiqué. Pourquoi est-ce qu'à ce point, il a fallu que Topard disparaisse, alors qu'il aurait peut-être été le chaînon manquant de toute l'histoire du cinéma qui aurait fait que le cinéma serait resté aussi une sorte de grand art français. Ça, la réponse est dans le livre, mais c'était un homme qui était en fait, il y a un côté assez mystique, qui était en quête d'un Graal, un Graal qui serait le film absolu, qu'il appelle d'ailleurs l'illusion absolue, film sur lequel il a travaillé pendant plus de 20 ans, à base de montage de films faits de façon foutraque, de façon assez étonnante pendant des années, et en fait, c'est une sorte d'alchimiste, un alchimiste du cinéma qui aurait voulu aller plus loin, c'est-à-dire pour nous montrer que l'illusion du cinéma est encore plus que ce qu'on a l'habitude de voir, que effectivement c'est un homme qui savait ouvrir la porte pour passer de l'autre côté de l'écran, comme Alice passe dans le monde des merveilles. Alors, ce que l'on sait aussi, toujours pour essayer de le cerner, c'est qu'il a le sens de la lumière. Absolument. Il a, vous le dites, l'œil absolu. Et cette notion de lumière cinématographique, qui est omniprésente dans votre ouvrage, vous allez même jusqu'à citer Saint Paul, aux Éphésiens, marcher comme des enfants de lumière. Et pourtant, cet enfant-là, vous dites quand même qu'il a le diable dans la peau. Une petite distinction à faire. Ah bah de toute façon, il est à la fois ombre et lumière, puisqu'il passe son temps à passer de l'un à l'autre. C'est une espèce de surdoué, mais comme souvent les gens qui sont en avance sur leur temps, il fait peur. Il y a quelque chose de diabolique dans cet enfant qui, dès l'âge de 7-8 ans, a une intuition, a un rapport à l'image. À l'époque, le cinéma, c'était quelque chose qui faisait peur, c'était une nouveauté. Il faut se souvenir que pendant les premières projections des films des Frères Lumière, la fameuse entrée du train en gare de La Ciotat, les gens sortaient de la salle en hurlant, mais ils étaient persuadés que le train allait rentrer dans la salle et les écraser. Alors que maintenant, on regarde ça, c'est un film en noir et blanc, hein, avec une image un peu crachotante, mais il faut se rappeler ce qu'a été l'arrivée du cinéma, l'irruption du cinéma, et aussi, c'était quelque chose qui faisait peur parce que c'était d'abord une attraction foraine, et souvent il y avait des accidents, des fameux incendies. L'incendie du bazar de la Charité, ce sont des bobines qui s'enflamment, et qui a laissé, je crois, 130 morts. Enfin, donc, il y avait une aura presque maléfique au début avec le cinéma, puis ensuite arrive Méliès, qui le transforme en art d'illusion, quelque chose à mi-chemin entre le futur dessin animé, le film d'épouvante, la fantasmagorie, et petit à petit le cinéma trouve des rails, des rails, si je puis dire, artistiques, des rails industriels, parce que le cinéma devient une industrie, et au milieu de tout ça, mon petit Topard se crée sa route, rencontre Georges Méliès, rencontre Charles Pathé, rencontre Max Linder, qui est une sorte de pré-Chaplin, part à Hollywood. Enfin, il navigue dans cet univers-là. Et moi, ça m'a permis, effectivement, comme vous l'avez dit, de faire une espèce d'histoire bis du cinéma, parce que le cinéma, c'est une histoire extrêmement complexe. Et on oublie surtout ce qui a été l'extraordinaire période du cinéma muet, où le cinéma était un espéranto. C'était un art qu'on pouvait lire dans toutes les langues, puisqu'il n'était pas parlé. C'était que de l'image. L'arrivée du parlant, je dirais, a cassé quelque chose. Tout à coup, le cinéma est devenu du théâtre de conserve, comme on disait à l'époque. C'était quelque chose de beaucoup plus corseté, alors qu'avant, le cinéma, en plus, était arrivé à un raffinement esthétique, un raffinement, de lumière, un raffinement d'image que n'a sans doute jamais retrouvé, enfin, en tout cas, pendant longtemps, le cinéma parlant. Vous dites le cinéma muet, c'était une liberté, une folie, une beauté qui ne se sont pas perdues. Vous avez même jusqu'à dire le parlant a dévoyé le cinéma. C'est ce que pensaient beaucoup de grands artistes de l'époque, y compris le premier d'entre eux, c'était Charlie Chaplin, qui est le seul qui avait suffisamment de notoriété pour pouvoir continuer à faire des films muets encore pendant 10 ans. Ça commence un tout petit peu à parler dans les temps modernes, et le premier film parlant vraiment de Chaplin, c'est Le Dictateur, on est en 40, donc 13 ans après le début du cinéma parlant. Mais c'était, voilà, ça a été, pour beaucoup de gens, ça a été
Ça a été un basculement, ça a été le passage d'un monde à un autre, où tout à coup le cinéma était un art qui avait atteint un point de raffinement extraordinaire dans les années 20, avec le cinéma allemand, avec l'expressionnisme, avec le cinéma russe, avec un certain cinéma français, avec Abel Gans, avec tous ces gens-là, et avec certains grands chefs-d'œuvre hollywoodiens. Et tout à coup, avec le parlant, ça devient une industrie, ça devient du pur divertissement. Ça devient souvent des pièces de théâtre qu'on voyait à Paris, qui ensuite étaient transformées en films qui étaient vraiment extrêmement sommaires. Et ensuite, comme ça se promenait en France, ça évitait aux comédiens de faire des tournées. Et donc c'est devenu quelque chose de plus, je n'allais pas dire utilitaire, mais ça a perdu une forme d'innocence et de grâce. La poésie visuelle est devenue bavardage. Voilà, vous m'avez bien lu. Je vous ai bien lu. C'était mieux avant. Non, pas forcément. Ça, c'est Nicolas Dessendorf, c'est toujours mieux avant. J'ai un vieux fond nostalgique totalement revendiqué, mais non, enfin, en l'occurrence, pour moi, le cinéma, c'est un certain âge dans le cinéma muet, mais j'adore le cinéma parlant et j'ai tendance à, quand je regarde les 30 dernières années du cinéma, en plus beaucoup en France, je me dis que quand même c'était mieux avant, mais ça c'est une... Non, mais vous allez même beaucoup plus loin, parce qu'il y a une autre phrase qui mérite quand même une explication. Vous dites 1914. Oui. Non, écoutez bien, 1914 sonne le glas du cinéma français. Absolument. Non point de son génie, mais de son emprise. 100 ans plus tard, je suis désolé, le cinéma français, il est là, il a résisté, même s'il est subventionné. Il a résisté, Nicolas Dessendorf. Ce que je veux dire, c'est que le cinéma jusqu'en 14, c'était le cinéma français, parce qu'il n'y en avait nulle part ailleurs. Arrive 1914, le début de la guerre, et tout est figé, tout le monde part sur le front, et le cinéma se déporte à Hollywood, et c'est le moment où le cinéma hollywoodien, le cinéma américain va vivre son essor. C'est une spécificité du cinéma français. Non, mais le cinéma français est revenu. Mais c'est-à-dire que la puissance, même industrielle du cinéma, s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, la France aurait été l'équivalent d'Hollywood. Il y a deux récits qui s'entrecroisent dans l'ouvrage. C'est aussi une enquête pleine de rebondissements et de surprises. Votre héroïne, en dehors de Max, c'est Caroline qui arpente un Paris aujourd'hui disparu. Et c'est l'occasion de voir défiler des personnalités bien réelles. Je pense à Lucien Robatet, à Bernard Nathan, Orson Welles, Michel Simon, en passant par Gama et beaucoup d'autres. Ce sont tous ces personnages disparates qui forment à vos yeux la démesure, cette folie, ce génie du cinéma français. Absolument. Enfin, malgré leurs failles et leurs fêlures et leurs fractures que vous évoquez aussi. Oui. Car parfois, vous n'êtes pas totalement tendre avec ces non, personnages-là. c'est ça qui est bien châtie bien. Évidemment. En plus, vraiment, tout ça, c'est des personnages que j'aime bien pour des raisons différentes. En fait, c'est une façon aussi de tirer mon chapeau à des gens que j'aime, que j'ai aimés à l'écran, que j'ai aimés dans les livres, que j'ai aimés dans leurs critiques. Et c'est les mettre là-dedans, c'est les faire rentrer dans mon petit cirque. Ça qui est merveilleux quand on est romancier, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On a une liberté extraordinaire. Et à partir du moment où c'est vraisemblable, ça fonctionne. Ce que je fais, c'est que je fais du vrai avec du faux. C'est comme ça que je fonctionne. Le vrai est un moment du faux, disait l'autre. Et ce que je me suis amusé à faire vraiment avec Topar, c'est à mélanger des personnages réels, des personnages imaginaires, à secouer le shaker et à faire une histoire qui, aussi folle peut-elle sembler, est peut-être vraisemblable. Enfin, tout ça pourrait avoir eu lieu, et dans ma tête, ça a eu lieu. Donc, comme je dis, pour moi, c'est une histoire réelle. Une histoire réelle. Topar a cette phrase aussi définitive, le cinéma et moi sommes de la même race. Est-ce que c'est aussi votre cas? Non, ça, j'ai trop de respect et de fascination pour le cinéma. Max Topar incarne le cinéma. Moi, je suis un spectateur. Je suis un spectateur. J'aurais voulu faire des films, mais je pense que j'en serais incapable. Je pense que c'est un métier, faire du cinéma. J'ai certains de mes camarades qui se sont improvisés cinéastes, alors avec des succès divers, des très bons films et des films ratés. Mais pour moi, le cinéma est un métier. Il faut des connaissances techniques, il faut savoir diriger des comédiens, ce qui est une chose. Il faut avoir un sens des rapports humains. Il faut savoir accoucher du jeu d'un comédien. C'est pas juste poser une caméra. Moi, je me retiendrai bien de me mêler de faire du cinéma. Mais j'ai fait, si je puis dire, ce grand film qu'un jour j'aurais aimé réaliser. Je l'ai fait sous forme romanesque. Et ce qui me fait plaisir quand les gens m'en parlent, c'est que souvent ils se souviennent du livre par image, ils se souviennent de scènes, ils visualisent les chapitres, tout comme moi-même je les ai pensés. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent pas de phrases, mais ils se souviennent de moments, de lumière, justement, de visages. Et si j'arrive à incarner ça dans l'inconscient ou dans l'imaginaire de mes lecteurs, ça veut dire que j'ai réussi mon coup et ça me fait très plaisir. Et vous anticipez ma question cette fois-ci. Parce que c'est vrai que quand on lit l'ouvrage, on se dit qu'il pourrait être porté au cinéma. Au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il y a matière
matière à ce que ça devienne un film et que les personnages que vous évoquez prennent vie enfin, même si certains ne sont pas très ragoûtants. Rebattet, vous lui taillez un costard. Michel Simon, c'est pas beaucoup mieux. Vous n'êtes pas tendre forcément. Il n'y a pas d'attente. Je les ai pris tels qu'ils étaient exactement à ce moment-là de leur vie. Simon était comme ça, Rebattet était comme ça. C'était drôle, c'est amusant parce que Rebattet est un personnage qui est un personnage qui revient dans différents de mes livres, personnage que je connais très bien pour plein de raisons. Et ça m'amusait de mettre en scène une séance de projection de films, une projection de presse de films dans les années 60, parce que Rebattet était à l'époque encore critique de cinéma et il allait voir les films en même temps que toute la critique intello de gauche parisienne, avec Jean-Louis Borry, avec les gens du Masque et la Plume, avec les gens de Positif, des Quais du cinéma. Et Rebattet était au fond excellent critique du cinéma, à qui tous ces jeunes critiques devaient en fait une fière chandelle parce qu'il fait partie des gens qui ont inventé le genre. Mais effectivement... il était à Paria, on le voit avec son épouse. Il vient avec son épouse dans la réalité. Non, ça, c'est encore... Ça, je me suis amusé, mais je pense qu'il aurait pu venir. Bon, là, je l'ai imaginé venant avec son épouse qui avait fait des courses. Ça, c'est mon côté un peu baroque ou un peu grand guignolesque, mais ça m'amusait parce que c'est un personnage qui, en plus, est un personnage clé puisque c'est lui qui met mon héroïne sur la piste de Max Topard. Il est le découvreur, si je puis dire. Mais ce genre, même si ça n'a pas eu lieu, ça aurait pu avoir lieu. Il allait avoir des projets de films tout le temps et il n'y a pas 2 ans qu'il ait pas emmené sa femme de temps en temps. Ah, vous avez arrêté, je l'ai dit, votre roman à 1965. Depuis plus d'un demi-siècle, je reviens à cela, mais le cinéma français a engendré des chefs-d'œuvre. Ah bah bien sûr. D'accord, des artistes talentueux. Absolument. Est-ce que cela vous intéresse ou, comme l'affirme un de vos personnages, le présent vous ennuie? Non, c'est-à-dire depuis... Ce qu'on aime, c'est l'agrégat de passés successifs. Je vous cite à nouveau. Oui, effectivement, la formule est bien, je suis content. C'est la vôtre. Et voilà. J'aurais bien aimé la voir, mais c'est pas la mienne. Non, mais en l'occurrence, ce sont mes personnages. Mes personnages ne sont pas forcément moi, et l'intrigue se passe en 65. Voilà, ils ont ce regard sur le passé. J'ai une passion pour les films français des années 70, qui est sans doute parce que c'est les années où je suis né, donc j'ai une espèce de nostalgie quand je vois les films de Piala, qui est un de mes réalisateurs favoris. Voilà, je suis toujours bouleversé parce que tout à coup, j'ai l'impression de voir des images qui viennent de mon enfance, alors que simplement il a filmé juste la province à une certaine époque. Donc il n'y a pas de... Non, j'ai pas de rejet de tout ce qui est antérieur à cette période-là. Quand on voit par exemple à Michel Simon, on se dit que cette démesure que vous indiquez et qui était la réalité, oui. Est-ce qu'on la retrouve dans finalement assez peu d'artistes aujourd'hui, dans les plus grands anciens, je ne sais pas quels sont les noms qu'on peut donner, peut-être Delon, sûrement Depardieu. Depardieu, sans doute, la démesure, le fait surtout de savoir dire des textes, c'est ça, quand vous entendez la diction, il faut regarder le dernier qui est fait, d'ailleurs pas toujours très bien, dire des textes à ses comédiens, c'était peut-être Bertrand Blier, avec des textes extrêmement écrits, extrêmement dits, comme on le disait dans les années 50, il a fait ça jusqu'au début des années 2000. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de 10 heures, il y a des personnages comme Noiret, comme Marielle, comme Jean Rochefort, qui ont des carrures et des carrières incroyables et qui en même temps peuvent essayer des rôles très 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 différents. Maintenant, il y a un côté plus mou, plus indéterminé, j'ai l'impression. Il y a des comédiens qui ont beaucoup de force. On l'a vu dans le film, par exemple, Illusion perdue, qui pour moi est un film très réussi. On voit tout à coup un type comme Vincent Lacoste, qui est un comédien qui avait une tête de petit bobo parisien. Et là, il arrive parce qu'il a un personnage passionnant à jouer, il incarne et on voit un personnage de Balzac. Et ça, c'est la force et de Balzac et de Giannoli. Balzac nous prouve que de toute façon, il est intemporel, comme la musique de Bach, comme certaines choses qui transcendent les époques. Et Giannoli qui a réussi à capter ce que Balzac pouvait avoir de moderne et à nous le montrer dans un film en faisant l'économie du reste du livre qui est génial mais qui n'aurait rien à voir avec un film d'aujourd'hui et ça c'était très fort, je dois dire. Ça pour le coup, c'est un film sorti l'année dernière et qui m'a bluffé. Voilà, et Dieu sait si je suis arrivé en me disant oh là là, franchement Balzac n'a jamais été bien adapté au cinéma, je connais aucun exemple vraiment réussi de film d'adaptation de Balzac et là ça marche et on y croit. Et c'est la preuve que malgré tout, le cinéma français va très bien. Le présent ne vous ennuie pas alors? Mais non, le présent ne m'ennuie pas. C'est une rumeur. Hein. C'est une rumeur. Vous avez lu ça dans la presse, mais pas dans la bonne. Ce dont je suis sûr, c'est que vous êtes un amoureux de Paris, ça je ne me trompe pas. Vous avez écrit d'ailleurs un très joli dictionnaire amoureux de Paris. Une grande partie de l'ouvrage se déroule dans la capitale, mais au cœur vibrant de la capitale, puisque ce sont aux Halles, saccage Paris aux Halles. Il n'a pas fallu attendre Anne Hidalgo pour que cela se fasse. Pour une fois, elle n'est pas totalement responsable de ce saccage qui a été mené.
Pour une fois. Je vous laisse. Je veux dire, non, en fait, Anne Hidalgo a effectivement, on ne pourra pas développer ça, parce que c'est un autre débat, mais Anne Hidalgo a contribué à l'enlaidissement de Paris, mais les grandes démolitions, les grandes destructions sont bien antérieures. C'est-à-dire que le saccage est bien antérieur. Elle se contente de rajouter de la laideur et des horreurs et de la bêtise. Mais bon, tout ça reste entre nous. Mais, bien sûr, on ne le dira à personne. Voilà, n'est-ce pas? Je pense qu'avec son score à la présidentielle, tout le monde l'a compris. Voilà, mais le vrai bétonnage, les vraies démolitions, le vrai massacre du vieux Paris et d'un certain Paris, c'est les années 50, 60, 70, c'est-à-dire le segment de Gaulle-Giscard. On a, mais surtout le milieu des années 60, on a massacré Paris, on a crasé des quartiers entiers pour construire des grandes tours. Haussmann, c'était autre chose. Il y avait une vraie volonté urbanistique, il y avait une homogénéité esthétique. Ce qui s'est fait dans les années 50, 60, 70, c'est raser intégralement Belleville, intégralement le 13e arrondissement, le 14e arrondissement, tous les quartiers populaires. Alors, c'était l'obsession du progrès, l'obsession de ces grands ensembles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films. C'est l'univers à la Playtime. Tati avait tout compris avant tout le monde. Les Halles, pour moi, est un immense gâchis. Je suis né en 74, 5 ans après le déménagement des Halles, et le fait d'avoir détruit les pavillons Baltard, pour moi, c'est pas un crime contre l'humanité, mais c'est un crime contre l'esprit de Paris. C'était quelque chose. Ça pouvait très bien rester, il n'y avait aucune raison de les raser. Mais, en fait, c'était devenu, entre 69 et 73, une zone franche où il y avait des spectacles, il y avait une espèce de vie parallèle. Et je crois que Pompidou et son ministre Jacques Duhamel, père d'Olivier Duhamel, ils ont décidé quand même de raser ça parce que c'était un foyer de contestation en puissance. Et donc ils ont rasé ça en disant voilà, on va tout raser, on va éviter d'en faire un endroit où des saignées pourraient se développer, des saignées idéologiques. Et donc ils ont rasé ça pour construire ce qui est quand même le quartier le plus désolant de Paris, qui a été le Forum des Halles, puis ce que c'est devenu maintenant. Alors ça revit un peu maintenant avec la Bourse de commerce, mais ça, moi qui suis un amoureux en plus de la nourriture, de la viande, de la tripaille et tout ça, j'aurais adoré connaître ça. J'en ai une vision sans doute fantasmée. Plus au pied de cochon que canopé. Ah, ça c'est très clair. Et le pied de cochon est une sorte de vétéran où je vais régulièrement, j'emmène mes enfants là, et en disant voilà, ça a été comme ça. Oui, j'en étais sûr. sûr. Et dans ces halles, il y a aussi ce côté nostalgique avec un cinéma, les cinémas de quartier qui étaient à Paris, qui ont disparu, qui ont réapparu d'ailleurs. On en refait depuis les années 2000 dans tel ou tel quartier de Paris. On revoit naître des cinémas presque indépendants. Mais à l'époque, on voit un Paris qui est grêlé de cinéma de quartier. Paris était la capitale du cinéma. Paris le reste quand même encore maintenant. Même encore maintenant, Paris est une ville du monde où il y a le plus de cinéma. Mais je me souviens même quand j'étais enfant, sur les Champs-Élysées, il y avait un cinéma quasiment à chaque porte. Maintenant, il en reste 3. Alors, les multiplex ont un peu détruit ça. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des ciné-cités avec 25 salles dans des endroits sinistres, soit en sous-sol, soit dans la périphérie de Paris. Mais avant, quand vous voyez sur les grands boulevards ou les boulevards extérieurs, il y avait des cinémas partout. Mais c'était une salle, un film. Et le film, parfois, était en exclusivité là. Et il suffit de regarder des sites internet sur les vieux cinémas de Paris, ou même de feuilleter, si on arrive à tomber sur des numéros de Pariscope des années 70 ou 80, il y avait un nombre de cinémas, de salles qui ensuite sont devenues des salles de fitness. Et souvent, avant, c'était des théâtres ou des music-halls qui sont ensuite devenus des cinémas. Max Toppart, c'est le héros principal de votre ouvrage ou c'est la lumière cinématographique? Max ou la lumière? Max est la lumière. Max se réalise par la lumière. En même temps, Max est une ombre qu'on voit quand on a la lumière dans les yeux. C'est-à-dire, c'est comme le lapin qui est devant les phares de la voiture. On ne voit pas Max. On voit une silhouette qui se découpe dans la lumière. Mais l'un est très noir, l'autre est très blanc. Et de ce contraste permanent naît Max Toppart et naît le cinéma. Merci Nicolas Destienne-Dore. Je rappelle que cet ouvrage, Ce que l'on sait de Max Toppart, est publié chez Albin Michel. Il est en vente sur la librairie officielle de TV Liberté, sur le site que vous connaissez bien, tvliberté.com. Merci à nouveau. Merci beaucoup.